Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Nous allons commencer ce 10e opus en vous annonçant une grande nouvelle, mes chers amis. Les podcasts L'autre football sont enfin disponibles sur iTunes. On ne rigole plus là, vraiment, là on est passé à la vitesse supérieure, d'autant plus que normalement, et j'espère que vous l'entendez, je me suis personnellement acheté un nouveau micro-casque, etc., qui sera normalement déjà un tout petit peu mieux que ce que j'avais avant. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons causer de compétitions que l'on a laissées de côté bien trop longtemps à mon goût. Car en Afrique, puisqu'on parle de ce continent-là, sachez-le, les deux tournois continentaux en ont fini de leur phase de poule. Place désormais donc au sérieux, au doux, au dur. On parle des terribles joutes à 2 rounds, des phases finales. Alors pour en parler, point de Pierre-Marie Gosselin aujourd'hui, victime d'un problème technique malheureusement. Mais en revanche, je peux cette fois-ci vous présenter un taulier de lucarne opposé que vous connaissez probablement déjà via Twitter et via bien sûr donc le site de Hello si vous suivez notamment le championnat nord-africain. Voilà, je vais vous présenter notre Hannibal à nous. J'ai nommé Farouk Abdou. Bienvenue Farouk, comment ça va ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les suiveurs de Lucarne Opposé. Je suis vraiment heureux de participer à ce premier podcast et enfin pouvoir diffuser la bonne parole du football africain via mon micro. Bienvenue à toi Farouk. Après l'Afrique, nous partirons, alors attention, ça va être une originalité étourdissante, on va partir en Amérique du Sud, pour une fois, sur les terres paisibles du peuple Charrua, ou le peuple uruguayen, ou le championnat uruguayen, pardon, de ce bout en train de Jérôme Le Signe, a repris ses droits depuis 2 journées. Hola, ¿cómo estás, Jérôme? Muy bien, ¿y tú? Ça va bien, ça va bonsoir bien. Bonsoir à tous. Et enfin, je vous emmènerai pour finir faire un point sur mon Brasileirão querido, mais surtout attirer votre attention sur un géant qui va très très mal. Je parle bien sûr du légendaire São Paulo FC. Eh bien, commençons sans plus tarder. On l'a dit donc par l'Afrique, les compétitions continentales africaines, et donc pour les nommer la Ligue des Champions d'Afrique et la Coupe des Confédérations d'Afrique, équivalent de l'Europa League pour cette dernière, on le rappelle. Donc avant de parler des chocs à venir, je constate par contre, Farouk, qu'il y a déjà eu du dégât côté égyptien, notamment avec Clément Zamalek, qui n'est même pas sorti de son groupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé rapidement, Farouk ? Effectivement, ils sont en train de filer un très mauvais coton parce qu'ils comptaient sur la Ligue des Champions arabes cet été pour se refaire. Pour rappel, la compétition arabe a été ressuscitée cette année après plusieurs années de coupure. Elle était organisée en Égypte. Tout le monde attendait une finale El Ahly Zamalek. Et le Zamalek comptait un petit peu sur ça pour sauver sa saison. Après la déconvenue en Ligue des Champions et encore une non-capacité à surpasser El Ahly en championnat, mais ça s'est un petit peu mal passé. Il faut dire que la gestion du Zamalek est un petit peu complexe avec un effectif très très important qui est difficile à gérer. Il y a eu beaucoup de joueurs dont ils ont eu mal à se débarrasser. Les supporters sont un petit peu mécontents du fonctionnement du président Mortada Mansour, qui est un petit peu, pour schématiser, un petit peu un Zamparini égyptien qui n'hésite pas à se débarrasser des entraîneurs donc c'est à loin tout bout d'être de champ. En effet. Beaucoup d'instabilité et ça n'a pas aidé pour les compétitions récentes. Un gros dégraissage de joueurs était à venir, notamment l'ancien joueur de Metz, Emmanuel Mayuka, qui a quitté récemment le club. Et du coup, là, il faut, je pense, une restructuration profonde et surtout plus de stabilité, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. D'accord, oui, donc voilà, un gros choc, une grosse surprise avec le Zamalek qui termine 3e de son groupe avec une petite victoire, 3 matchs nuls, voilà, donc c'est vraiment une légende du football africain qui est passé à la trappe sur le premier tour. Est-ce qu'on a eu des surprises ou d'autres déceptions pour cette phase de poule avant de parler des quarts de finale ?
Eh bien, on attendait. Il y a eu, j'appellerais pas ça une surprise, mais disons quelque chose qui commençait à se dessiner tout doucement, qui concerne évidemment justement la poule du Zamalek. C'est les Libyens d'El Ahly Tripoli qui progressent d'année en année, qui commencent vraiment à se structurer de plus en plus malgré le fait qu'il y a toujours les matchs qui sont exilés en Tunisie. Je pense aussi que pour le quart de finale, il faut absolument pas les prendre à la légère. Ce que j'étais en train de me dire, c'est-à-dire que le Al Ahly Tripoli va de mieux en mieux, ce n'est pas forcément le cas de Tripoli en soi. Non, mais depuis maintenant un petit moment, ils sont installés en Tunisie. Ils ont joué les matchs de phase de poule, les matchs à domicile, ils les ont joués en Tunisie. Là, comme ils affrontent un club tunisien en quart de finale, il y a de bonnes chances que le match ne se déroule pas en Tunisie. Le match aller, celui qui est censé accueillir Tripoli, mais on y reviendra ensuite plus tard. Ils sont de plus en plus sérieux et il ne faut absolument pas les prendre à la légère. Alors, comme autre surprise, forcément, il y a eu le problème de la suspension de la Fédération du Soudan. Et comme il y avait deux clubs soudanais, c'est-à-dire les deux rivaux d'Omdurman, El Hilal et El Merreikh, qui étaient dans la même poule. Dans la même poule en plus, ouais. Ils étaient dans la même poule. Du coup, les Mozambicains du Ferroviario, qui étaient promis à la dernière place, se retrouvent deuxième se retrouvent en quart de finale alors qu'ils étaient promis à la lanterne rouge du groupe. L'élimination d'El Ahly du Caire aurait fait mauvais genre parce qu'ils avaient vraiment fait un très mauvais début de phase de poule, mais ils ont réussi, notamment avec quand même 7 points pris sur 9 possibles à domicile, ils ont réussi quand même à rétablir la situation et dépasser de justesse les Zambiens du Zanaco à la différence de but générale, comme la différence de but particulière était... Plus 4 pour Al Ahly, plus 2 pour Zanaco. Et double, si je dis pas de bêtises, il y a eu un double 0-0. Donc, il s'en est fallu de peu, mais ils ont sauvé l'essentiel. Et là, ils sont bien placés pour renouer avec leur lustre d'antan, comme ils ont plus atteint le dernier carré depuis 2013, mais la confrontation contre l'Espérance de Tunis va être assez chaude. Tu m'étonnes. Et juste un petit mot du Coton Sport, qui c'est assez rare quand même dans les compétitions continentales, donc c'est assez rare pour le signaler, nous fait un perfect à l'envers, c'est-à-dire que 6 matchs, 6 défaites, 2 buts marqués, 12 buts pris, joli. Je crois que Marseille avait fait la même chose en 2013. Exactement, on a eu les Gabonais de Mounana qui ont fait la même chose en Coupe de la CAF, un très joli 0 pointé. Alors le Coton Sport avait quand même fait de belles épopées dans le passé, notamment en 2013 avec sous la direction de Sébastien de Sabre. Ils étaient allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, ils avaient été sortis de justesse par El Ahly au tir au but. Ce qui avait fonctionné pendant quelques années sous la direction des Français Denis Lavagne et Sébastien de Sabre, c'est-à-dire faire la formation et post-formation de jeunes joueurs du centre qui sont assez prometteurs et qui arrivent ensuite à bien s'exporter en Europe. Avant de s'exporter en Europe, la Ligue des Champions servait de vitrine pour qu'ils fassent de bonnes performances, ce qui avait permis notamment au Coton Sport d'atteindre la phase de poule puis de passer la phase de poule en question. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Cette formule de compter sur les jeunes fonctionne moins et là, cette année... Visiblement, oui. Visiblement, ça fonctionne moins, en effet. Mais il faut dire, ils sont tombés sur une poule quand même assez compliquée. On le rappelle, Wydad Casablanca, Al Ahly et Zanaco. Voilà, donc c'était quand même difficile de se faire une place. Voilà. Mais au point de prendre 0 points en 6 matchs, c'est bon. Faut le faire quand même. C'est le tarif. Ça s'appelle prendre le tarif. Alors, ma foi, je te propose de passer un petit peu au quart. Est-ce que tu peux nous présenter ces quarts de finale qui sont, ma foi, hormis l'invité surprise du Ferroviario Beira, ma foi, plutôt alléchant, quoi, avec des grosses affiches. Alors, je vais rappeler justement les affiches des quarts de finale. Après, on reviendra sur les affiches une par une pour voir un petit peu les forces en présence. Donc, les Libyens d'El Ahly Tripoli affrontent l'Étoile du Sahel, qui a remporté la Ligue des Champions en 2007 et qui sort de 2 bonnes saisons en C3 africaine. Le choc, donc les Égyptiens d'El Ahly du Caire, recordman de victoire en Ligue des Champions, affrontent l'Espérance de Tunis, qui est un petit peu aussi de retour sur la scène africaine. La dernière fois qu'ils avaient pointé le bout de leur nez dans le dernier carré remonte à 2013. J'allais dire 2011, mais j'étais pas loin. Victoire en 2011 contre le Wydad en finale et dernier carré contre El Ahly en 2013. Okay. Depuis, il y a eu des années un petit peu compliquées, mais ils se sont maintenant restructurés
Et je pense que leur principal objectif de la saison, qui est déjà quand même bien réussi, c'est d'aller en finale de Ligue des Champions une nouvelle fois. Et donc le dernier quart de finale. Le troisième, c'est donc les chanceux du Ferroviário du Mozambique qui vont avoir fort à faire contre l'USM Alger. Et enfin, l'affiche qui est un petit peu plus équilibrée, qui est un petit peu indécise, le tenant du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qui affrontent le Wydad Casablanca. Ah oui, ça c'est une belle affiche. C'est une belle affiche et comme tu dis, ouais, c'est une affiche plutôt équilibrée, quoi, avec deux clubs, avec deux forces, quoi, deux vraies forces continentales. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par la grosse affiche, El Ahly contre l'Espérance de Tunis. Alors, la saison d'Al Ahly est globalement assez réussie. Ils ont fait un doublé championnat-coupe. Ils ont remporté la coupe contre Al Masry il y a 2 semaines. Ils ont connu, comme le Zamalek, ils ont connu la déconvenue avec la Ligue des champions arabes cet été. Tout le monde attendait soit une répétition générale El Ahly Espérance de Tunis en finale, soit une finale El Ahly Zamalek. L'Al Ahly s'était fait éliminer par les Jordaniens d'El Faisali en demi-finale. Cette défaite avait illustré le fait que malgré une bonne capacité à faire mal en contre, parce qu'ils ont beaucoup d'individualité, ils ont des éléments expérimentés au milieu, ils ont de bons attaquants, c'était un petit peu plus compliqué pour faire le jeu que pour opérer. Enfin, c'est plus facile pour eux d'opérer en contre que de faire le jeu. Et une autre problématique qu'ils vont avoir, c'est de composer avec les départs qu'il y a eu cet été. Donc, on peut citer le défenseur international égyptien El Hegazi, qui est maintenant à West Bromwich Albion, le capitaine Oussem Ghali, qui est parti en pré-retraite, on peut appeler ça une pré-retraite en Arabie Saoudite, et l'un des bons éléments en attaque, Amer Gamal, qui a été prêté en Afrique du Sud au Bidvest Wits. Donc, il va falloir pour eux intégrer les nouveaux arrivants, notamment l'attaquant marocain Walid Azaro, mais ça fait cette déconvenue en Coupe arabe et l'intégration des nouveaux et pouvoir composer avec ceux qui sont partis, ça fait partie des problématiques qu'Al Ahly va devoir gérer, aussi bien pour la nouvelle saison en championnat que pour la Ligue des Champions. Alors, en ce qui concerne l'Espérance de Tunis, tous les voyants... Juste avant de passer à l'Espérance Tunis, rapidement, j'ai quand même l'impression qu'avec, et je ne sais pas si c'est lié à la politique du pays, qu'entre le Zamalek, Al Ahly et la sélection ces derniers temps, il y a un petit déclin du football en Égypte, non? Eh bien, c'est le cas pour les clubs, mais il y a un vrai renouveau avec les sélections. Depuis que Hector Cooper est arrivé, ils ont pris les qualifs de Coupe du Monde par le bon bout. Là maintenant, s'ils arrivent à bien gérer la double confrontation contre l'Ouganda, les portes de la Coupe du Monde leur sont ouvertes, ce qui n'était plus arrivé depuis 1990. Ça, l'attente au pays est énorme. Et je pense que si justement, maintenant qu'ils ont pris un bonus pour pas se faire rattraper par le Ghana, s'ils arrivent à faire le boulot, ils vont le faire. Ça s'est un petit peu confirmé aussi avec la CAN, même si c'était un petit peu inattendu qu'ils lâchent un petit peu contre le Cameroun en finale après avoir mené au score. Donc la sélection ça va, mais disons que les clubs, il y a des hauts et des bas. Pour El Ahly, j'ai pas de frayeur particulière parce que ils sortent d'un doublé, ils ont quand même un effectif assez fourni. Et eux, comme l'Espérance, ont qu'une idée en tête, c'est de renouer avec le succès sur la scène continentale. Pour le Zamalek, je pense qu'il va falloir un long cours. Les premiers rôles en Ligue des Champions, ce sera peut-être pas pour tout de suite. On n'y est plus. Et donc l'Espérance Tunis, excuse-moi. Concernant l'Espérance, qui pour moi est légèrement favorite dans cette double confrontation, tous les voyants sont quasiment au vert. Le titre de champion en mai a été brillamment remporté. La victoire en Ligue des champions arabes cet été, avec la manne financière que ça entraîne, va faire beaucoup de bien au club. Et ils ont débuté le championnat par un sans faute, avec 3 victoires en 3 matchs. C'est une équipe qui a un pouvoir offensif impressionnant, qui a beaucoup de solutions sur le banc au niveau offensif, avec beaucoup d'attaquants et des ailiers qui sont sélectionnables et sélectionnés d'ailleurs en équipe tunisienne. Mais c'est une équipe qui souffre également de beaucoup de lourdeur au niveau de la charnière centrale, beaucoup d'espace dans le dos des latéraux, donc ils marquent beaucoup, mais ils encaissent beaucoup. Et donc, dans un contexte de confrontation aller-retour avec peut-être l'obligation de ne pas encaisser des buts à Tunis, ça peut leur jouer des tours. On rappelle que le but à l'extérieur est pris en compte dans cette compétition. Si effectivement, maintenant avec les confrontations aller-retour, en plus là avec le retour à Tunis, suivant si le match, il se jouera pas au Caire, je pense à Alexandrie. Si le match aller à Alexandrie est fermé, tout porte à croire que
s'ils seront beaucoup plus prudents pour le match retour à Tunis. Je voudrais distinguer deux joueurs qui, je pense, vont peser très lourd dans cette confrontation, un de chaque côté. Pour Al Ahly, le jeune attaquant nigérian Junior Ajayi, qui présente toutes les caractéristiques s'il vient un jour en Europe pour vraiment avoir beaucoup de succès, qui sent les bons coups, qui est opportuniste, qui est vif, qui est rapide, qui avait très bien fonctionné à Sfax en Tunisie, qui fait merveille avec les sélections de jeunes au Nigeria, et qui, je pense, sera l'argument offensif numéro 1 d'Al Ahly. Et pour ce qui est de l'Espérance de Tunis, je citerai Anis Badri, qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, qui a joué dans les divisions inférieures en France puis en Belgique, et qui a choisi pour se rapprocher de la sélection de venir jouer en Tunisie. Ça se passe très bien, il a des jambes de feu. À l'aile, il a beaucoup de stats décisives, que ce soit en championnat ou en coupe arabe. Il est dans la forme de sa vie, et je pense s'il est en forme, il va peser lourd sur cette confrontation. Donc si je résume, gros choc, Espérance Tunis à Al Ahly, mais toi tu dirais léger avantage espérantiste. Léger avantage, mais moi je mettrais pas un billet. Ça reste à Al Ahly, donc ça reste, voilà. Ça reste une grosse équipe à limiter, même si tu as un léger avantage. Ça va être chaud, oui. Ensuite, donc la deuxième confrontation, les Libyens d'Al Ahly Tripoli contre l'Étoile du Sahel. Alors, je le redis, vraiment, on risque vraiment d'insister. Il faut vraiment se méfier de Tripoli. Les deux équipes se sont affrontées en Coupe de la CAF il y a un an. L'Étoile du Sahel avait facilement gagné en phase de poule les deux matchs. Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que ça va encore être du gâteau, et que l'Étoile du Sahel est déjà en demi-finale. Il faut se méfier. Les Libyens progressent de plus en plus. Il y a une grosse ossature qui joue tous les matchs de qualif du Tchad, c'est-à-dire la CAN pour les locaux, et qui joue aussi en sélection. Ils progressent de plus en plus. Ils vont être très difficiles à jouer. Il y a deux éléments dont il faut se méfier en particulier. Le petit meneur de jeu de la sélection libyenne, Mouaïd El Lafi, qui est un très bon meneur de jeu et qui a eu un rendement très intéressant en phase de poule, notamment contre l'USM Alger et contre le Zamalek. Et l'attaquant de pointe, Anis Salto, qui était à l'Étoile du Sahel, qui a échoué et qui maintenant va affronter, je pense, l'Étoile avec le couteau. Avec la vengeance, qu'une volonté de se venger. Oui, et la volonté d'illustrer qu'il avait le niveau pour s'imposer. Je pense que il va tout faire pour se rappeler au bon souvenir de l'Étoile du Sahel. L'Étoile du Sahel, l'effectif a pas trop bougé. Ils sortent de deux bonnes saisons, victoire en Coupe de la CAF en 2015 et ils avaient atteint le dernier carré en 2016. Il y a beaucoup de joueurs qui s'étaient illustrés à la CAN 2017. On pensait qu'ils allaient bouger, notamment l'arrière latéral Amni Naguez et le milieu de terrain défensif Ben Amor qui avait été un temps annoncé à Malaga. Finalement, ils n'ont pas bougé. Pour une fois, alors que ça n'était pas le cas depuis 4 ans, l'Étoile du Sahel a enfin pu avoir une trêve estivale du fait de la modification du format. En plus, le match amical contre Valence a été annulé, donc ils ont eu le temps de souffler. Ils ont fait comme l'Espérance de Tunis, ils ont commencé le championnat par 3 victoires. Mais comme je le dis, s'ils prennent Tripoli à la légère, ça peut tourner au traquenard. Donc l'Étoile est favorite, mais il faut faire attention. Voilà, d'autant plus que, comme tu l'as rappelé, pour souligner que le Al Ahly Tripoli n'est pas là pour rigoler, on rappelle que tout de même son groupe, le groupe dont il s'est extirpé, comportait l'USM Alger et donc le fameux Zamalek qui est passé à la trappe à la surprise, oui et non selon ce que tu as expliqué, mais qui reste voilà un gros cador à sortir, et Tripoli l'a fait. Donc voilà, donc pour résumer sur celui-là, dis-moi. On sentait venir des progrès, au point qu'ils sortent de la poule, ça illustre le fait qu'ils ont fait des progrès. Ouais. Il faut se méfier. Alors, en concernant la troisième affiche, là, bon, il va pas y avoir grand-chose à dire. Moi, j'avais regardé le match de poule de Ferroviaro contre l'Étoile du Sahel. Il avait suffi que l'Étoile accélère un petit peu pour mettre les Mozambicains hors de position. En plus, il suffit de constater, au vu des résultats, que alors que les clubs soudanais, avant qu'ils se fassent suspendre, les clubs soudanais, c'est les Corses de l'Afrique. Tous les résultats sont construits à domicile. Et généralement, le 0. On avait parlé avec des stades de fous, des ambiances de feu. Ah oui, à domicile, ils arrivent à forcer la décision très souvent. Mais à l'extérieur, que ce soit en phase de poule ou en confrontation aller-retour, c'est 0 pointé souvent. C'est vraiment, c'est le délitement total. Alors que des clubs soudanais soient arrivés à aller prendre des points à l'extérieur, ça veut dire que le club mozambicain, quand même, est, à mon avis, un petit peu limité. Je pense que l'USM Alger a touché le jackpot en finissant premier de sa poule, en les affrontant en quart de finale. Je pense que
Pour moi, 98%, 98-99%, l'USM Alger en demi-finale. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu confirmes que Ferroviario a vraiment profité d'un peu d'un coup du sort et que c'est une surprise non surprise. C'est une surprise qu'il soit là, mais c'est pas forcément lié à un exploit sportif. Ah bah oui, c'est l'exclusion des clubs soudanais, comme par hasard, qui sont clairement. 2 dans la même poule, qui a fait que soudain il reste que 2 équipes pour 2 places, et puis bah forcément les 2 passent. Hein. Donc on pourrait qualifier donc le Ferroviario Beira de Jean-Claude Duss de cette Ligue des Champions africaine. C'est passé sur ça me rappelle un peu le patinage de vitesse, l'Australien qui avait été médaillé d'or après que tous les quatre devant lui, il s'était cassé la gueule. L'USM Alger est un petit peu moins fort que l'équipe de 2015 qui avait atteint la finale de la Ligue des Champions, mais avec le ticket quasiment acquis pour les demi-finales, ils ont quand même un bon coup à jouer. Notons de bons arguments en attaque avec Darfalou et Abderrahmane Méziane qui avait mis un but magnifique contre le Zamalek en phase de poule. Magnifique frappe enroulée, je vous le conseille pour ceux qui adorent les golassos. Ce but qui avait permis la victoire contre le Zamalek était exceptionnel. Pour moi, ils sont un petit peu moins forts qu'en 2015, mais avec un ticket quasiment acquis pour les demi-finales, rien n'est interdit. Tu parles de demi-finale, d'ailleurs, est-ce qu'on sait déjà qui Alger affronterait en demi-finale? Si on en croit le site de la CAF, faut quand même se méfier. Il me semble que le tirage a été effectué avec tableau total, ce qui fait que le vainqueur de la confrontation USM Alger Ferroviario affronterait le vainqueur de Sundowns Wydad. D'accord. Ce qui pourrait, de l'autre côté, nous donner une demi-finale 100% tunisienne de l'autre côté du tableau. Alors autant vous dire que si ça arrive, ça va chauffer. Mais je pense que rien n'est interdit pour le USM Alger, que ce soit les Mamelodi Sundowns en demi ou que ce soit le Wydad. D'ailleurs, parlons-en. La condition est parfaite. Parlons-en, on va parler de cette confrontation. Tout de même, malgré le fait qu'il soit tenant du titre, il faut quand même préciser que le plateau en 2016 pour la Ligue des Champions était quand même globalement assez faible. Tous les survivants en demi-finale s'étaient quand même pris de sacrées gifles. Le Wydad avait pris une sacrée gifle aux Zamalek en demi-finale 4-0. Avant d'accéder en finale, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns étaient passés à tout près d'un four total en prenant 3-0 en Zambie face aux Anako. Ils s'en sont sortis in extremis, mais ils auraient très bien pu sauter bien avant la finale. Et même s'ils ont bon argument et que c'est une bonne équipe de contre, pour moi, le fait que justement qu'on les considère comme outsiders en 2017 me fait dire qu'en 2016, ils étaient un peu des vainqueurs par défaut et qu'ils avaient profité de l'effondrement de beaucoup de grosses institutions et de grosses structures, et ils ont profité un petit peu de ça. Malgré tout. Donc voilà, vas-y, malgré tout, pardon. Malgré tout, on doit compter le point de fixation qui est une des rares cautions sud-américaines du continent africain, l'attaquant colombien Leonardo Castro, et le petit Kama Biliat, l'ailier sud-africain, qui est le joueur le plus dangereux et qui avait fait une bonne Ligue des Champions en 2016 et qui sera sûrement le joueur à surveiller. Mais du coup, tu disais que s'ils avaient eu un peu de chance l'année dernière, ça pourrait ne pas être le cas là, parce que le Wydad est plus amène de les éliminer. Contre le Wydad, ce sera équilibré, mais je pense que quelle que soit l'équipe qui ramasseront de l'autre partie du tableau, ils sont moins forts. Et ce sera, moi je les vois quand même un petit peu moins forts que l'USM Alger. D'accord. Même si ça passe. Le Wydad a réussi une bonne phase de poule. C'est soldé par une belle première place avec un 100% à domicile. Malheureusement, j'ai quand même quelques petits doutes sur l'aspect offensif, parce que les principaux pourvoyeurs de buts, les principaux attaquants ont été vendus. Fabrice Ondama est parti en Tunisie au club africain, et William Jebor, le Libérien, qui était en super forme et qui était le principal artisan du titre de champion de cette année. Les deux joueurs sont partis, et maintenant le Wydad, en dépit de son fort réservoir au niveau des ailiers, avec l'ailier international Haddad, l'ailier Ounajem et un bon milieu de terrain axial avec notamment qui est pas titulaire mais qui joue quand même, qui contribue quand même souvent, l'ancien joueur d'Auxerre Jamal Aïd Benidir. En attaque, le Wydad se retrouve à devoir composer avec des jeunes, avec le jeune burkinabé Ouattara qui arrive de Burkina Faso, du championnat burkinabé, et le Nigérian Chikatara qu'ils avaient reprêté au Nigeria,
et au Nigeria parce qu'ils n'avaient pas réussi à s'imposer. Offensivement, c'est un petit peu léger. Et malgré le fait qu'ils aient de bons ailiers, notamment Haddad, Ounajem et le petit Ben Sharki, en confrontation aller-retour, il faut planter. Et le fait d'avoir lâché leurs deux attaquants les plus forts peut être un handicap. Donc si tu devais, excuse-moi, t'as pas fini sur le Casablanca. Non, si, j'avais fini. Un autre aspect qui peut jouer, le fait que le match retour soit au Maroc, ce qui me fait penser à un précédent assez intéressant. Une confrontation Afrique du Sud-Maroc qui avait tourné à l'avantage du Maroc, c'était le Kaiser Chiefs contre le Raja Casablanca en 2014. Avant le match retour au Maroc, les Sud-Africains avaient dit c'est cool de jouer au Maroc, les infrastructures sont bien, le terrain est pas mal par rapport à d'autres endroits en Afrique, on va pouvoir développer notre jeu tranquille, c'est le meilleur environnement qui pouvait nous convenir pour un match à l'extérieur. Et là, ils débarquent pour le match retour et ils tombent sur un stade Mohamed V en feu avec 65 000 personnes, une ambiance de cinglé. Et justement, les Kaiser Chiefs avaient pas trop anticipé cette ambiance. Et là, pour le match retour Wydad Mamelodi Sundowns, pour peu que le Wydad ait fait un résultat positif à l'aller, je conseille à ceux qui adorent les bonnes ambiances de regarder le match retour parce que ça va être une folie furieuse. Ça peut jouer. Du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vois quand même au final le Casablanca, le Wydad un peu plus favori que Mamelodi sur ce match-là. Légèrement favori, oui. Légèrement favori. D'accord, bah voilà donc pour cette Ligue des Champions africaine dont les matchs allés auront lieu d'ici une grosse quinzaine de jours au moment où on enregistre, c'est-à-dire les 16 septembre et 17 septembre prochains. Retour quelques semaines après, une semaine après, pardon. Le 23 septembre et le 24 septembre pour le match entre l'Espérance de Tunis et Al-Ahly. Voilà pour la Ligue des Champions, la grosse, vraiment la très grosse compétition du continent africain. Mais il y en a une autre. Pierre-Marie nous l'avait présenté la dernière fois assez rapidement. Il s'agit donc, comme je le disais, d'un équivalent un petit peu de l'Europa League ou de la Sudamericana pour le continent africain. C'est la Coupe des Confédérations d'Afrique, qui en est au même stade, qui a terminé sa phase de groupe et qui en est au quart de finale. Voilà, avant de passer au quart de finale comme on l'a fait avec la Ligue des Champions, Farouk, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé de manière succincte pour cette phase de poule? Bien sûr. Alors, pour la Coupe de la CAF, il y a eu le même changement de format que pour la Ligue des Champions. Avant, la phase de poule ne concernait que les 8 équipes restantes. Et ensuite, c'était demi-finale, finale en aller-retour. Là, c'est passé en phase de poule 4x4 avec les 2 premiers en quart de finale. Il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit que ça allait mener à un nivellement par le bas de cette compétition. Mais finalement, comme il y a beaucoup de bonnes équipes qui ont été reversées du tour de barrage de Ligue des Champions et quand même des équipes qui ont fini 3e ou vainqueurs de la Coupe dans leur pays respectifs, le niveau a quand même été assez bon. Et il y a quand même de sacrés clients et les quarts de finale vont quand même être assez relevés. Donc, quelques petites surprises peut-être quand même, ou quelques petites déceptions sur cette phase de poule. Déception, je pensais que Lauria Conakry, qui est maintenant entraîné par l'ancien entraîneur de Guingamp, Victor Zvinka, ils avaient été reversés en Coupe de la CAF après avoir été éliminés en Ligue des Champions par l'Espérance de Tunis. Ils avaient fait des bons matchs contre l'Espérance et il y avait bon espoir qu'ils puissent finir dans les 2 premiers de leur poule. Ils ont fini 3e de justesse, dépassés par les Sud-Africains de Supersport. Je m'attendais quand même un petit peu à ce qu'ils fassent mieux, un petit peu surpris. Sur les autres poules, il y a eu la poule A avec le club africain, le FUS Rabat, les Ougandais de Kampala et les Nigérians de Rivers United. Là, ça a été quasiment que des victoires à domicile. Il y a eu qu'une seule victoire à l'extérieur qui a décidé en fait du classement final du groupe. Là, toutes les équipes se valaient. Ensuite, il y a eu le même effet de levier lié à la suspension de la fédération soudanaise, mais ça s'est pas passé pareil que pour El Hilal et El Merreikh en Ligue des Champions. Là, le 3e club soudanais, El Hilal Obaïd, a été dans un premier temps exclu, c'est-à-dire que c'était les Angolais de Libolo qui récupéraient la 2e place qualificative.
suite à la suspension de la Fédé le 7 juillet. Et comme la fédération soudanaise a été réintégrée par la FIFA le 20 juillet, la suspension a été transformée en défaite sur tapis vert à la dernière journée pour les Soudanais. Et cette défaite sur tapis vert fait quand même qu'ils finissent à la seconde place du groupe, ce qui est suffisant pour se qualifier en quart de finale. Alors, pour les Angolais, c'est un petit peu injuste parce que ils avaient été annoncés comme qualifiés dans un premier temps. Et du coup, là, maintenant, ils doivent gérer la désillusion du fait que ce ne soit pas le cas. Mais la manière avec laquelle ça a été géré, la suspension de la fédération soudanaise, fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation un peu aberrante. Un peu cocasse, ouais, un peu ubuesque. Voilà. Et puis surtout, quand on vous annonce que vous êtes finalement qualifié, et puis 10 jours après, on vous dit, ah bah non, finalement, vous jouerez pas, c'est quand même, il y a de quoi rager quand même. Alors du coup, cette compétition, comme on le disait, on est à ces quarts de finale que tu peux nous citer. Donc, les affiches des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Donc, 2 confrontations 100% maghrébines. Le Mouloudia Alger affronte le club africain. Le FUS Rabat affronte le club sportif sfaxien. Les Sud-Africains de Supersport affrontent les Zambiens de Zesco qui avaient atteint les demi-finales de Ligue des Champions l'année dernière. Et donc, le tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, épouvantail du plateau, affronte les Soudanais d'El Hilal Obaïd. Alors, concernant la première affiche, c'est pour moi l'affiche la plus indécise parce que le club africain est encore en phase de rodage. Ils ont fait un début moyen en championnat, ils ont pris 4 points en 3 matchs. Leur entraîneur est le fameux Marco Simone. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah bah bien sûr, qui a quitté Tours. Effectivement. Et Laval, que dis-je. Ils avaient entraîné Laval, ils avaient tenté de sauver Laval l'année dernière d'une inévitable descente en nationale. Effectivement, donc il vient grossir le rang des techniciens français ou qui ont travaillé dans le championnat de France, qui s'essayent à une expérience au Maghreb. Donc ça, il peut y avoir tous les cas possibles et imaginables. Ça peut soit durer 3-4 semaines, comme Anigo, Dumas ou Chauvin, soit durer un petit peu plus longtemps. Disons que généralement pour les entraîneurs étrangers, c'est quand même un contexte difficile. Et le club africain est certainement le club le plus difficile à gérer en Tunisie. Donc les débuts ont été un petit peu poussifs. Marco Simone essaye de faire jouer l'équipe en 3-5-2 et défensivement il y a encore beaucoup d'hésitation. Donc c'est vrai que cette confrontation-là intervient à un moment où les réglages n'ont pas encore été faits. Et le problème, c'est que le Mouloudia Alger compte beaucoup de joueurs expérimentés qui ont joué dans des grands clubs avant, notamment à Sétif, et beaucoup de trentenaires, beaucoup de joueurs comme Seguer, comme Karawi, comme Demou, qui connaissent les compétitions africaines, qui ont de la bouteille et qui, je pense, vont pouvoir gérer ce type de confrontation un petit peu mieux que les joueurs du club africain. Notamment mais le club africain reçoit au retour. Le club africain reçoit au retour. Après, il faut escompter comme pour la phase de poule, parce que le Mouloudia Alger avait affronté le club sfaxien en phase de poule. Il faut escompter un parquage algérien assez conséquent à Tunis. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que l'avantage du terrain est là. Je pense que les deux supporters des deux équipes vont être là, très bruyants, beaucoup de fumigène. Ça va être un sacré désordre. Donc ça, à ce niveau-là, ce sera un des à côté assez intéressant à observer. Ceux qui adorent les bonnes ambiances, je vous conseille le match à Radès entre le club africain et le Mouloudia Alger. Donc quand même, pour toi, avantage au Mouloudji. Pour moi, sur l'expérience, je dis le Mouloudia Alger légèrement favori, avec une vieille connaissance, je sais pas si les auditeurs vont se souvenir, le gardien international algérien, ex-international, Fawzi Chaouchi, qui avait... héros de la qualification en Coupe du Monde 2010. Héros de la qualification en 2010, qui s'était illustré aussi à la CAN 2010 avec ce fameux coup du foulard en prolongation contre la Côte d'Ivoire, coup du foulard suite auquel tous les supporters algériens ont failli faire une crise cardiaque, et qui avait fait une boulette assez rédhibitoire contre la Slovénie en phase de poule de Coupe du Monde. Tout à fait, et qui avait d'ailleurs pour cette Coupe du Monde fait une boulette fatale et une coupe de cheveux fatale, un petit peu à la Ronaldo 2002, si je me souviens bien. Exactement. Ensuite, c'était Ray Semboli qui avait pris sa place pour le reste de la phase de poule, et ça peut être dû aussi bien à la coupe de cheveux qu'à la boulette contre la Slovénie. Je pense qu'il y a Comme quoi, il y a des gens pour qui le pubis de tête réussit mieux que d'autres en Coupe du Monde. Exactement, il y a quand même des coupes de cheveux un petit peu malheureuses. Mais du coup, oui, je dis le Mouloudia Alger légèrement favori.
D'accord. Il y a un autre quart de finale maghrébin, tu l'as dit, c'est celui du club sportif sfaxien contre le FUS Rabat. Qu'est-ce qu'il en est de ce quart de Exactement. finale? Exactement. Alors, le club sportif sfaxien était jusqu'à maintenant destiné à rester la quatrième force en Tunisie, qui jusqu'à maintenant me semblait être un petit peu en dessous des trois autres, en dessous de l'Étoile de l'Espérance et du club africain, mais ils sont en train de développer une dynamique assez intéressante. Tous leurs joueurs formés qui sont âgés de moins de 22 ans, je citerai Chawat, Karoui, Ben Ali, se sont fait les dents sur la Coupe de la CAF. Ils ont tous marqué beaucoup de buts en phase de poule. D'ailleurs, le club sportif sfaxien est parmi les meilleures attaques de la phase de poule avec 13 buts. Ils sont encadrés par quelques éléments expérimentés dans chaque ligne, notamment le milieu défensif Awadi et l'ailier Anachi. Le fait d'encadrer des jeunes comme ça par des éléments un petit peu expérimentés fait que ils sont un petit peu en train de monter en compétences et je les vois bien passer contre le FUS Rabat pour deux raisons. D'une part, le FUS Rabat doit commencer un peu à en avoir marre de jouer les clubs tunisiens parce que là, en un an, ils ont joué l'Étoile en Coupe de la CAF, ils ont joué l'Espérance en Coupe arabe, ils ont joué le club africain en phase de poule de la C3 et donc maintenant, une nouvelle fois, sur leur route se dresse un club tunisien. Euh, Ils peuvent carrément venir chez nous, hein, parce que bon, à force de jouer des clubs tunisiens, on va les inviter. Autant s'entraîner Et là-bas. Mais alors, la question du coup, que j'ai envie de te poser, c'est qu'à force de les jouer, ça leur réussit ou pas? ça leur a moyennement réussi jusque-là. Autant Bon, donc c'est sur problématique. autant contre l'Espérance, ils n'ont pas eu de réussite en sortant en demi-finale de Coupe arabe. La distribution avait été assez égale contre le club africain. Chacun avait gagné à domicile. Et le truc, c'est que leur principale force offensive, qui est le milieu offensif Mohamed Fouzaïr, a quitté le club et allé vendre ses talents en Arabie Saoudite. Du coup, je pense qu'ils sont un petit peu plus dans de moins bonnes dispositions, parce que malgré le fait qu'ils progressent d'année en année au niveau africain et l'entraîneur Walid Regragui accumule beaucoup d'expérience au fil des campagnes africaines à succès. Là, le fait que physiquement il y a le contre-coup de la Coupe arabe cet été et le fait qu'ils aient perdu l'un de leurs deux meilleurs joueurs, il y avait Fouzaïr et Diakité, maintenant le Diakité qui est un ailier est seul maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Je vois quand même le club sportif sfaxien légèrement favori. D'accord. Ensuite, nous avons donc, avant de parler du TP, on va peut-être terminer par le TP Mazembe parce que c'est le plus gros. Et avant ça, par contre, il y a j'avoue que c'est un peu l'inconnu pour moi, ces deux clubs-là, Zesco et Supersport, Afrique du Sud, Zambie, donc. Qu'est-ce qui nous raconte ce quart de finale-là? Eh ben, il va être un petit peu indécis, même si je vois le Zesco sur la base de ce qu'il fait de ce qu'il fait récemment légèrement favori. Mine de rien, il faut observer le fait que l'Afrique du Sud, à une époque où le championnat local était leur priorité, et ils avaient quand même malgré la bonne capacité financière, beaucoup d'investissements, de belles infrastructures, il y avait quand même encore un blocage vis-à-vis des compétitions continentales, même s'ils étaient convaincus que normalement, avec leur potentiel et leurs acquis, ça doit suffire pour aller loin. Et ils se sont cassés les dents à plusieurs reprises. Là, quand même, le contingent est assez important. Les résultats redeviennent satisfaisants. Alors, le fait que les Mamelodi Sundowns aient gagné l'année dernière a aidé. Mais là, les autres clubs commencent aussi à faire des parcours intéressants. Et à l'image de Supersport, ils peuvent avoir des espoirs. Après, comme je l'ai dit, Zesco était passé tout près d'éliminer les Mamelodi Sundowns l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions. Et je les vois quand même légèrement favoris. D'accord, parce que plus d'expérience, plus d'atouts. Je pense qu'ils vont plus se baser sur les acquis de la bonne année 2016 et surtout le fait qu'en Zambie, c'est une forteresse imprenable. L'année dernière, le Zesco avait fait une belle épopée en Ligue des Champions en se basant principalement sur sa puissance à domicile. Et là aussi, une belle ambiance, avec un pays un petit peu sous-estimé sur les ambiances, mais en Zambie, c'est assez chaud aussi, sur les ambiances de stade. Et le fait que ce parcours en Ligue de Champions s'était bien passé, moi, je les vois légèrement favoris contre Supersport. D'accord. Et bah pour finir donc ce dernier quart de finale plutôt déséquilibré, il me semble, du TP Mazembe contre les Soudanais du Hilal Obayet. Exactement. Mais
tout de même, les Soudanais, maintenant qu'ils sont sortis de l'ombre des deux grands clubs d'Omdurman, qui réussissent à se faire un nom, et qu'en plus ils ont eu l'agréable surprise de découvrir qu'ils sont finalement qualifiés, ils ont beaucoup à jouer. S'ils jouent ces deux confrontations sur la fraîcheur, sur l'enthousiasme, ils peuvent faire quelque chose. Après, le tout-puissant Mazembe, même en crise, ça reste suffisamment d'un niveau suffisamment important pour surnager en Coupe de la CAF. Ils avaient remporté la compétition l'année dernière. Ils ont encore beaucoup d'arguments parce que Kalaba est toujours là, Sinkala, ils ont quand même toujours un sacré effectif. Ôte-moi d'un doute, c'est toujours Carteron qui entraîne au TP Mazembe? Ce n'est plus Carteron et ce n'est plus Hubert Velud qui est maintenant à l'Étoile du Sahel. Maintenant, c'est un entraîneur local qui a repris les destinées du club, avec, dans le rôle de l'entraîneur des gardiens, l'ancienne gloire Robert Kidiaba, qui a arrêté sa carrière, le gardien de la RDC qui célébrait les buts de la sélection en dansant sur son derrière. Il me semblait, voilà, c'était la petite danse. Avec cette célébration improbable. Maintenant, il était quand même allé assez loin, hein, parce que il avait approché la quarantaine, il était toujours au cage de la sélection de la RDC, ce qui un petit peu bloquait le petit frère Mandanda, si je dis pas de bêtises, c'est Parfait Mandanda, le deuxième, qui attendait encore avec impatience dans l'ombre de Kidiaba pour de Kidiaba. Qui attendait dans l'ombre de Kidiaba pour prendre le relais. Mais ils ont quand même encore un effectif assez solide, et même s'ils ont un petit peu baissé depuis les problèmes qu'a eu le président Moïse Katumbi, ça reste suffisant pour se balader en Coupe de la CAF. D'accord. Donc, si les Soudanais la jouent sur l'enthousiasme, rien n'est interdit. Mais sur la différence au niveau des profondeurs de banc et de l'effectif, normalement, il n'y a pas photo. D'accord, très bien. Merci Farouk pour ce point sur les deux grosses compétitions du continent africain. Petite question subsidiaire. Bien sûr. Comment on suit? Alors, quels sont les moyens à la télé? C'est bizarre. Premier commentaire, c'est bizarre qu'on n'entende pas plus parler, parce que j'imagine qu'il y a un public, par exemple, beaucoup plus important que pour certains championnats sud-américains. Comment le suivre? Voilà, ma question, simplement. Alors, sur les dernières années, généralement, les chaînes françaises commençaient à diffuser à partir de la finale, malheureusement. Les autres tours étaient pas diffusés. Alors c'est le bouquet beIN Sport, mais du coup Afrique et MENA et Moyen-Orient qui a les droits exclusifs pour les matchs. Mais il y a deux sites de streaming spécialisés qui font office de fenêtre d'exposition sur Internet. D'accord. Écoute, Jérôme a volé ma question. Donc, et j'en ai une autre. Et il en a une autre. Désolé. Et ça se joue quand en semaine? Est-ce que ça rentre parfois en conflit avec les championnats locaux? Et voilà, et quand ça se joue, si ça se joue les mercredis, comme entre guillemets la Ligue des Champions ou la Libertadores, ou les week-ends? Avant cette année, tout se jouait les week-ends. Pour la phase de poule cette année, ils ont testé, surtout pour ne pas jouer l'été, ils ont testé la phase de poule resserrée sur 8 semaines. C'est-à-dire 6 matchs de poule sur 8 semaines. C'est un rythme quand même un petit peu hard, mais qui a impliqué, par exemple, des matchs en semaine pour la première fois. L'année dernière, les années précédentes, c'était pas le cas. D'accord. Et donc là, les matchs qui sont à venir sont par contre les week-ends. Par contre, là, désormais, les confrontations aller-retour, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de la CAF, seront le week-end. D'accord. Merci Farouk, merci pour ta première top participation, c'était bien précis. On n'en doutait pas de toi, et en plus on a eu un super focus football nord-africain, et je te propose d'ailleurs de revenir d'ici quelques podcasts, parce qu'il faudra laisser la place aux autres, pour faire un point sur les championnats nord-africains. Qu'est-ce que t'en dis? Avec grand plaisir. C'est parfait, c'est noté, c'est marqué comme on dit au Brésil. Et bien maintenant, mes amis, je vous propose de laisser nos avions pollueurs sur le tarmac. On va la faire à l'ancienne, comme les grands navigateurs du XVIe siècle. On va suivre les alizés et les courants atlantiques pour glisser des côtes africaines jusqu'à l'embouchure du Rio del Plata et faire escale à Montevideo. Nous attend notre ami Jérôme pour nous parler un peu du championnat uruguayen. Alors, avant toute chose, Jérôme,
est-ce que tu peux nous remettre la tête à l'endroit, s'il te plaît, et nous dire un peu où on en est entre Clausura, Intermediaria, Apertura, etc. en 2017? Alors là commence le tournoi de clôture, c'est-à-dire la deuxième partie de saison, le Clausura, qui fait suite à un Apertura remporté par Defensor et un Intermedio, qui est un championnat un peu, une sorte de coupe de la Ligue au milieu du championnat, remporté par le National. Les compteurs recommencent à zéro parce que le vainqueur du Clausura jouera, quoi qu'il arrive, une finale à la fin de la saison, puisque pour vous expliquer un petit peu qui est champion à la fin, il y a une demi-finale entre le vainqueur de l'Apertura contre le vainqueur du Clausura, puis une finale si c'est un vainqueur différent contre le vainqueur du championnat annuel, c'est-à-dire la somme de tous les points, si vous m'avez suivi. Normalement, ouais, ça va. T'expliques plutôt bien, donc ça devrait aller. Alors du coup, pour ce championnat, du coup, cette Clausura, donc, elle a commencé depuis 2 journées, mais avant de dire ce qui s'est passé depuis ces 2 journées, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où en sont les équipes pour cette Clausura et notamment nos 2 gros, hein, Peñarol et Nacional, qui sont un peu les 2 gros poissons de ce championnat uruguayen. Et d'abord des très bonnes nouvelles, parce qu'on a un petit peu d'excitation dans le championnat local. Il y a quelques très bons joueurs qui sont venus ou revenus. Et ça, c'était pas arrivé depuis quelques temps déjà. On a par exemple Maxi Rodriguez, l'ancien de Liverpool et de l'Atlético Madrid, qui après être parti de Newell's Old Boys en Argentine, après avoir eu des problèmes avec les supporters et le club sur place, il a dit qu'il ne jouerait pas dans un autre club en Argentine, mais qu'il cherchait à continuer sa carrière. Il a donc fait les quelques kilomètres qui séparent Buenos Aires de Montevideo et a signé pour Peñarol. Depuis 2 matchs, il a beau avoir 36 ans, mais il est affûté comme un bourdon. Mais il est très bon depuis 2 matchs dans son nouveau championnat, dans sa nouvelle équipe. 2-3 autres joueurs qui sont connus et qui sont arrivés, comme Walter Gargano, l'ancien du Napoli. Du Napoli. J'ai failli dire une bêtise. Napoli, Mazzari. Voilà, tout à fait. Il y a aussi Guillermo Varela qui ne s'est pas imposé ni à Manchester United ni à l'Eintracht Francfort, où il a même eu quelques problèmes puisqu'il a été viré du club pour s'être allé faire un tatouage la veille d'un match, chose qui est logiquement interdite, il me semble. Est-ce que tu peux nous redire Eintracht Francfort? L'Eintracht retenter de le prononcer. L'Eintracht? Ouais, je crois que c'est à peu près ça. C'est pas facile. Il y a des germanophones qui nous écoutent, ils peuvent peut-être nous donner une leçon, mais... Il y a toujours Sebocha Rodriguez, l'oignon, qui était arrivé à Paris il y a 15 ans, qui continue sur son côté gauche. Et voilà, donc plutôt des bons joueurs qu'on aime bien voir, bien regarder. Ce qui fait que Peñarol, l'équipe qu'ils ont renforcée notamment, a gagné ses 2 premiers matchs et est l'unique leader. Ça, c'est pour le côté positif, parce que sinon, l'Uruguay a encore perdu, comme tous les ans. Hein, ça a été le grand supermarché. Il y a généralement énormément de départs, surtout pendant le mercato estival européen. Voilà, tout à fait. Et donc ça va des meilleurs, hein. Par exemple Maxi Gomez, qui était formé au Defensor, qui est parti pour le Celta Vigo et qui a déjà marqué 3 buts en 2 matchs avec le Celta Vigo en Espagne, donc il s'est fortement imposé, qui va venir en sélection d'ici quelques temps. Et d'autres plus en surprise entre guillemets, comme Felipe Garbacho à Séville pour 1,2 million d'euros, ce qui me paraît beaucoup. Et les petits jeunes de l'équipe U20 qui sont partis en général de l'autre côté en Argentine, avec De La Cruz et Sarachi à River par exemple, ou Nandez à Boca. Voilà, ça a arrosé encore un petit peu tout le continent européen ou sud-américain. Il y a même des joueurs comme Goriaran, qui est un bon joueur en milieu de terrain un peu abrupt, qui est parti à Budapest. Voilà, il y a beaucoup de transferts encore comme ça, comme prévu et comme tous les ans malgré tout. Ça reste l'un des plus meilleurs moyens pour le championnat de s'enrichir. D'accord. Et parce que là tu nous as parlé du Peñarol, mais faut que tu nous parles un petit peu du grand rival, le Nacional, qui j'ai un gros doute, il a passé son 8e de finale de Libertadores. Non, contre Botafogo, et ça l'a pas fait. Oui, il fait sortir contre Botafogo, exactement. Alors du coup, grosse déception pour le Nacional, ils en sont où? Grosse déception, d'autant plus que sur le match aller, l'arbitre n'a pas été extrêmement bon. Alors, il y a toujours cette petite frustration derrière. Ils se sont été battus de mémoire 2-0 au match retour, assez sèchement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe ne s'est pas renforcée. Ça reste le même effectif que pour le tournoi d'ouverture, avec quelques joueurs connus phares comme Futile, qui est toujours sur son côté, qui a joué à Porto auparavant en Europe, ou Alvaro Tata González au milieu. L'équipe est toujours très bien structurée, mais a notamment, comme d'autres clubs, hein, j'y reviendrai après, mais quelques difficultés financières
qui font que, comme à chaque fois, le club a plutôt perdu ses jeunes joueurs plutôt que de se renforcer. Pour revenir, c'était l'autre point que je souhaitais aborder sur les difficultés financières. Bon, même les deux grands, mais tous les clubs ont des difficultés financières. Pour expliquer un petit peu, les joueurs de Peñarol, par exemple, ont fait grève, ne sont pas venus à se préparer avant un match parce que les salaires n'étaient pas payés. Le stade du National est en train d'agrandir son stade et les travaux ont été arrêtés pendant 2-3 mois parce qu'ils n'avaient plus de sous, tout simplement. Les entreprises n'étaient plus payées. Des bonnes nouvelles. Ça, c'est pour le côté mauvaise nouvelle. Il y a un côté, une petite lueur d'espoir quand même. Par exemple, en deuxième division, il y avait de mémoire 370 joueurs qui avaient des impayés de salaire dans leur club. Les joueurs de sélection ont donné les 600 ou 700 000 euros dollars pour être plus précis, mais 600-700 000 dollars qu'ils avaient prévu de prime d'image pour payer les retards des joueurs de deuxième division, ce qui fait que tous les salaires sont à jour en deuxième division. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire minimum, mais qui est en général le salaire normal d'un joueur en deuxième division, c'est 550 à 600 dollars. Ça équivaut à la même chose en euros en général. Mais ça me fait penser, ça, donc comment dire, le syndicat des joueurs et les joueurs sont toujours aussi solidaires. Alors visiblement, on en est où de ce point de vue-là par rapport à ce que tu nous avais expliqué il y a un mois? On en est toujours au même point. Les joueurs continuent de faire grève, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas, par exemple, au prix du joueur du match. Avant, le prix du joueur du match était sponsorisé par une marque de mobilette. Les joueurs participent plus, donc ils vont plus faire les interviews ou recevoir leur prix. Ils sont toujours à couteau tiré avec la Ligue, mais les choses avancent pas. Et de toute façon, les problèmes sont récurrents, parce que le championnat uruguayen, de toute façon, a très peu de ressources pour vivre au quotidien. C'est encore une fois un pays de 3 millions d'habitants, donc c'est déjà extraordinaire que le pays arrive à générer des droits télé, etc. Mais malgré tout, il y a toujours ce même problème sur les ressources des clubs et sur les salaires impayés, par exemple. D'accord. Mais ça reste quand même impressionnant qu'un pays de 3 millions d'habitants génère alors, comme tu le dis, des droits télé, mais aussi des clubs aussi importants, des talents. C'est quand même un vivier de talents important pour l'Europe avec seulement 3 millions d'habitants. Ouais. Et puis qu'il y ait cette conscience un peu politique. Ce qui gêne. Ce qui gêne beaucoup en Uruguay, c'est beaucoup plus tout l'argent qui, malgré tout, continue de graviter autour du football, mais qui n'est pas réinvesti dans le football. Pour prendre un exemple, par exemple, du club de Maldonado en deuxième division, qui possède beaucoup de joueurs. Alors, le club a été acheté par des investisseurs argentins qui ont acheté le club pour y domicilier des joueurs argentins qui sont achetés donc par le club uruguayen. Et le club uruguayen les prête immédiatement parce qu'ils ne sont pas du tout amenés à jouer en Uruguay. Ils sont beaucoup trop bons pour ça. Le club uruguayen les prête directement en Europe. Chaque prêt rapporte par exemple 1 ou 2 millions de dollars et cet argent est reversé aux propriétaires du club. C'est un moyen de contourner tous les problèmes avec la TPO, la Third Party Ownership. Voilà, ils achètent directement les clubs. Et donc, il y a encore beaucoup d'argent, malgré tout, dans l'entourage des clubs uruguayens, mais qui n'est pas du tout réinvesti dans le football. La principale lutte des footballeurs avec les syndicats qu'ils ont créés, etc., c'est d'essayer de faire que cet argent soit réinvesti dans le football et reste pour les footballeurs, pour le stade, pour les infrastructures, pour les formateurs, etc. D'accord, donc voilà, c'est quand même plein de problématiques qui moi m'impressionnent parce que c'est, comment dire, le monde professionnel uruguayen arrive à se le poser comme tu le rappelles, pour un pays de 3 millions d'habitants, qui est un pays majeur footballistiquement, au moins culturellement, mais qui fait avec peu de moyens, alors qu'on a et c'est peut-être ça d'ailleurs la solution à ma question, mais voilà, alors qu'il y a des pays gigantesques où le monde professionnel ne se pose absolument pas ce genre de questions. Et tu nous as évoqué Peñarol, tu nous as évoqué le National, mais tu nous as pas encore parlé, du Defensor qui a gagné l'Abertura. Donc, est-ce que le Defensor, qui est un éternel outsider, puisque de toute façon, qui n'est pas Peñarol ou National est forcément un outsider, est-ce qu'ils sont armés pour continuer à jouer les troubles faites? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils sont armés, je ne sais pas, mais ils se sont fait dépouiller. C'est-à-dire qu'il y a 6 à 7 joueurs de l'effectif de l'Apertura qu'ils ont gagné. Donc, il y a 6 ou 7 joueurs qui ont été pris par d'autres clubs. Il y a notamment Maxi Gomez, comme je disais, qui est parti au Celta Vigo. Bueno qui est parti au National. Zunino qui est parti au National. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. De Los Santos qui est parti en Équateur. Et malgré ça, par exemple, le dernier match, ils l'ont gagné 3-0 avec plein de petits jeunes, avec Gonzalo Carneiro, des joueurs qu'on n'a pas forcément encore entendu parler jusqu'à présent, qui ont entre 19, 20, 21 ans, et qui jouent dans le système de jeu précis du club, et qui
et qui s'imposent déjà, qui arrivent déjà à gagner. Et c'est donc ça le miracle du défenseur, c'est de continuer toujours à réussir à former des joueurs et à bien les vendre derrière en général. Ça a déjà sorti, t'as des gros noms en tête de formation du défenseur? Des gros noms Diego Roland. Diego Roland, oui, un nom connu, notable. Non, mais il me semble que Laxalt, qui est, Laxalt, ouais. qui est en Italie à l'heure actuelle. Sinon, par le passé, non, il y a Oliveira, mais ça, c'était plus il y a 20 ans, qui a gagné, qui était finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Indonésie en 2000 ou en 99. Voilà, non, j'ai pas de nom là pour le coup qui me vient, mais à l'échelle nationale, en tout cas, ça reste un bon outsider, quoi. C'est ça que. Voilà, et qui continue à réussir dans la formation, à former beaucoup de jeunes bons joueurs. Et hormis le défenseur, tu saurais sortir du lot de ces 16 équipes un ou deux autres clubs capables de venir taquiner le Peñarol national, voire créer l'exploit comme le défenseur il y a quelques mois? Alors, qui vont réussir à gagner ou à faire quelque chose, non. Il y a beaucoup de clubs qui vont ennuyer comme d'habitude, Danubio, River Plate qui revient bien, le River Plate uruguayen évidemment, mais il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui auront ce niveau-là. Déjà, il y a un vrai écart de niveau entre Nacional et Peñarol et les autres équipes. C'est génial que le défenseur arrive à se mettre à ce niveau-là, mais il n'y a aucune possibilité là cette année qu'il y ait une autre équipe qui revienne embêter a priori, hein, évidemment, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un exploit. Cerro est en difficulté aussi. Danubio a réussi à bien se remettre en place, mais a pas suffisamment de bons joueurs, voilà, tout simplement. Non, ça va être compliqué pour les autres. Là, le gros événement cette saison, le gros truc à suivre, c'est surtout Peñarol qui a réussi à reprendre du poil de la bête, à embaucher des bons joueurs qui jouent bien au football, qui sont parfois un peu anciens, mais voilà, qui rendent la chose excitante. C'est surtout ça le principal attrait de cette saison pour le moment. D'accord. Et du coup, donc, il y a déjà eu deux journées de passé. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça, en Uruguay. C'est bien ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu peux ressortir de ces deux premières journées? Et ben justement, c'est un peu ce que je suis en train de dire, c'est que Peñarol est la seule équipe à avoir gagné ces deux premiers matchs, ce qui est quand même rare, mais c'est bien, ils sont déjà leaders. Parmi une autre chose que je souhaitais dire, avec tout ce que j'ai dit sur les joueurs qui sont venus s'ajouter à Peñarol tout à l'heure, il y en a notamment un qui est sur le retour, qui s'appelle Stoyanov. Et Stoyanov a une carrière internationale. Ex-internationale, mais il y a de cela quelques années maintenant, qui avait été acheté par Séville parce que c'était supposé être un grand espoir. En 2005, il ne s'est jamais imposé en Europe. Il s'est imposé en Uruguay après de 2008 à 2010. Il est reparti ensuite en Arabie Saoudite à Al Nasser de mémoire pour mettre sa famille à l'abri, comme on dit en général dans ces cas-là. Et là, il revient à Peñarol et c'est un plaisir parce qu'il est comme un gamin sur le terrain. Il est connu très spécifiquement en Uruguay pour chanter, c'est-à-dire que si vous tapez son nom sur Internet, vous pouvez aussi voir tous les vidéoclips qu'il a fait. Il y a des trucs un peu sérieux, hein, de cumbia. Voilà. Il a un nom de chanteur des années 80. Et Stoyanov, je verrais bien ça en France, Jean-Charles Stoyanov avec son tube Je t'aimerais. Bref, je pars en délire. Il me semble que c'est des origines bulgares, hein, ce qui n'est pas exactement la même chose. Polnareff, Balachev, voilà, et des noms d'origine russe. Mais je vous conseille la vidéoclip de Stoyanov. Si vous aimez la cumbia, n'hésitez pas. Ça marche. Et Stoyanov, là, il me semble pas, encore une fois, je crois pas me tromper, il est champion, il a gagné la Copa América 2011, non? Non, il faisait pas partie de l'équipe, non. Non. Et en 2010, il est à la Coupe du Monde? Il n'est pas non plus à la Coupe du Monde, il a arrêté, il fait partie des joueurs qui sont un petit peu trop extravertis pour rentrer dans le cycle du Maestro Tabarez qui a commencé en 2007 ou 2008. Il a surtout fait les sélections avant. Ouais, mais alors comment je peux avoir son nom en tête avec la sélection uruguayenne? Alors je ne sais pas, tu peux avoir son nom en tête parce que c'est un des joueurs en 2005-2006 quand il arrive en Europe, c'est supposé être le crack du siècle. Et dans les entraîneurs de ces années-là, c'était l'un des meilleurs joueurs qu'il fallait embaucher parce qu'à l'époque il avait 20 ans, c'était voilà le flux des sports uruguayens de l'attaquant à suivre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent en me disant oui, je m'en souviens dans l'entraîneur. Ça me fait voilà, donc ce qui est toujours très drôle parce que c'était dans l'entraîneur d'il y a 10 ans, les mecs s'en souviennent. C'est incroyable. Et c'est surtout pour ça que tu peux t'en souvenir.
principalement. Parce qu'après, sinon, le reste de sa carrière en Europe, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans les clubs dans lesquels il est passé. Et il a arrêté la sélection en 2007-2008. Et après, son principal fait d'armes est d'avoir gagné quelques titres de mémoire en Arabie Saoudite. Mais alors ça, je ne suis vraiment pas suffisamment expert pour pouvoir te l'expliquer plus en détail. Et il y a que 2 journées de passé, donc j'ai le classement sous les yeux. Peñarol a donc remporté ces 2 matchs. Il y a eu des matchs victoires et matchs nuls, par exemple pour le national. Il est peut-être un peu tôt pour déjà parler d'un échec pour le national après 2 journées. Sauf si tu veux dire le contraire. Non, c'est pas après c'est toujours le problème, c'est que là c'est un championnat, donc il y a 16 équipes en première division. Le tournoi de clôture, donc c'est la moitié d'une saison, ça fait 15 matchs uniquement. C'est toujours très compliqué quand une équipe commence à perdre des points. Disons que sur 15 matchs, entre guillemets, ça va vite. L'autre point principal, c'est qu'il y a un classico qui est toujours à suivre. Après, bon, il faut aimer, mais il y a le classico qui arrive dans 3 journées. Et là, ça va être le vrai match clé d'ores et déjà presque de ce tournoi. C'est-à-dire que si le national le perd, en ayant perdu déjà 5 points sur les 4 premiers matchs, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que ça va être un vrai choc à suivre, parce que le national est l'équipe en danger dans ce championnat, parce qu'elle a réussi un bon tournoi d'Apertura, mais qui ne sert à rien dans le sens où s'ils ont perdu l'Apertura et qu'ils perdent le Clausura aussi, ils n'auront rien. Alors que Peñarol, qui a fait un premier tournoi terrible, c'est-à-dire qu'ils étaient très mauvais, ils ont perdu beaucoup de matchs nuls, il leur suffit juste de gagner le Clausura, et dans ce cas-là, ils joueront les finales. D'accord, donc quand même avantage Peñarol. Là, pour le moment, ils ont déjà 2 points d'avance. Donc avantage, oui. Ça tout dépendra, pour être très précis, du Classico qui arrive dans 3 semaines et que je vous invite à suivre. D'accord, merci Jérôme. Tu nous redonnes la date du Classico ? Ça va être compliqué, c'est dans 3 journées. Il me semble que ce sera le week-end du 16. Ce sera le week-end du 17 ou du 24. Le 17 septembre, je l'ai sous les yeux, le 17 septembre, National Uruguay Peñarol. Et aussi, petit conseil, est-ce que tu sais nous dire comment suivre le championnat uruguayen ? Alors, il y a soit la petite application, il y a un système qui est formidable. Alors, il faut être fan, c'est que pour le championnat uruguayen, comme ils ne vendent pas les droits télé à l'étranger, évidemment ça n'intéresse personne, ils ont créé juste une petite application où on paye ça 6-7 euros par mois et vous avez tous les matchs en direct et tous les matchs en replay. Il faut être un peu fan, évidemment. Sinon, par internet, vous retrouverez les matchs en streaming sur tous les sites habituels. D'accord, merci beaucoup Jérôme pour des nouvelles de ce championnat uruguayen qu'on retrouve sur Lucarne Opposé toutes les semaines et sur lequel on refera un point d'ici quelques temps. Pour terminer, moi je voulais vous inviter dans mes contrées au Brésil, donc où on va déjà refaire un petit point sur le Brasileirão parce qu'il est arrivé à mi-parcours. Si vous lisez Lucarne Opposé, vous vous en êtes rendu compte, jusqu'à ces dernières journées, on commençait à avoir peur pour le suspense dans ce championnat parce que le Corinthians était tout simplement en train de planer littéralement sur le championnat et a été jusqu'à la 20e journée, même pas jusqu'à la j'ai un doute, 20e journée, jusqu'à la 20e journée, voilà, le Corinthians était encore invaincu, tout simplement, ce qui était pas loin d'être un record. C'est pas un record, il y avait des équipes qui ont fait mieux, mais en termes, par contre, depuis que le nouveau format du début des années 2000 et du championnat en point continu, ce qu'a fait le Corinthians, c'est énorme et un énorme record. Et voilà. Après, le Corinthians, qu'ils en soient là, c'était à la fois une surprise, à la fois pas une surprise, dans le sens où on savait qu'ils avaient un effectif de qualité en termes de potentiel talent, mais on ne savait pas si ces talents allaient s'exprimer. Ma foi, avec 19, même plus que ça, du coup 20 matchs sans défaite de rang, je crois qu'on peut le dire, leur potentiel de talent, pour le coup, s'est exprimé avec quelques petits noms dont vous entendrez sûrement certaines fenêtres de transfert à venir. Je citerai le défenseur paraguayen Balbuena, qui n'a rien à voir avec Petit Vélo. Le jumeau de Romero, qui joue à Alavés, si je me trompe pas, et je ne sais jamais si c'est Angel. Je confonds toujours les deux, mais en tout cas, c'est le jumeau. Dis-moi, Jérôme. C'est Oscar
Romero qui joue à Alaves, de mémoire. Oscar qui joue à Alaves et son frère Angel qui doit jouer en effet. Exactement, donc Angel, le petit paraguayen Corinthians dont on va entendre parler à mon avis dans les fenêtres de transfert à venir, tant il fait une très bonne saison. Et je citerai aussi un joueur que les supporters bordelais ont peut-être déjà entendu, c'est Guilherme Arana, qui est un jeune latéral de 20 ans et qui pareil fait une top saison. L'un des meneurs, c'est Rodriguinho. Bon, lui, il a déjà 29 ans, sa carrière est plus derrière lui, il est plus, on va dire, sur une saison hors norme que sur le talent en train d'exploser. Donc voilà, on va dire à Rodriguinho, bien joué, c'est une super saison, mais ça m'étonnerait qu'il fasse beaucoup plus que ça. D'autant plus, voilà, on avait peur pour le suspense dans ce championnat, que donc, comme je vous l'ai expliqué, le Corinthians était en train de tout rafler, mais en plus derrière, ça c'était un peu chaotique, voilà. Donc pour vous dire, Grêmio qui est second est actuellement avec un match en retard, est actuellement à 10 points, Santos est à 12 points, Palmeiras 4e est à 14 points, voilà, c'est très loin derrière parce que ça perd, ça fait match nul, le moment où ça peut prendre des points, ça trébuche tout simplement, voilà. Palmeiras, pour parler du champion en titre, a réussi à remonter une équipe très costaud après le titre de 2016 avec des bonnes recrues comme le Vénézuélien Guerra qui s'est très bien adapté, qui fait une super saison. Voilà, globalement, on a même en défense, ça reste assez solide malgré la perte de Victor Hugo. Mais voilà, le problème, c'est la perte de Gabriel Jesus en attaque et l'achat absolument pas rentabilisé, en tout cas d'une manière comptable en termes de buts, du jeune Colombien Borja plutôt avec l'accent colombien du coup, qui ne s'est absolument pas adapté, dont on ne doute pas du talent, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais voilà, il n'a pas réussi sa saison et voilà, il sert actuellement le banc. On rappelle que c'est un des plus gros transferts de l'histoire du championnat brésilien, je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, pour l'instant c'est un échec ahurissant, un échec retentissant. Et le jeu offensif de Palmeiras s'en ressent, puisque pour les voir régulièrement, c'est très impressionnant. C'est une équipe qui va réussir à dominer le ballon, dominer le jeu jusqu'aux 30 mètres, sur l'intensité, sur le physique, et à partir des 30 mètres, sur l'animation, ça devient très, très compliqué. Et c'est là qu'on ressent l'absence d'un talent comme Gabriel Jesus l'an passé. Santos qui est 3e, Santos et Santos, hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont été dépouillés comme régulièrement de certains de leurs talents. Thiago Maia, par exemple, est parti à Lille où il n'a pas encore explosé. Mais personnellement, je ne doute pas que ça viendra parce que c'est vraiment un joueur qui a un très beau potentiel. Santos est 3e. Quoi vous dire sur Santos? Santos est éternellement dans les petits papiers du Brasileiron, mais pour l'instant, voilà, 10 victoires, 8 matchs nuls, 8 matchs nuls, c'est énorme. Seul Fluminense fait mieux dans le championnat, et ça ne leur permet pas du coup de vraiment jouer les premiers rôles jusqu'ici. Jusqu'ici, seul Grêmio arrive à peu près à suivre le Corinthians, mais de loin, comme on dit, puisqu'ils ont quand même à leur compteur 5 défaites, ce qui est beaucoup trop gros. Mais voilà, l'équipe de Louan, Pedro Rocha ne manque pas de talent et avec notamment une attaque retentissante, hein, c'est la meilleure du championnat, 35 buts, et arrive à suivre même de loin donc le Corinthians qui a montré ces dernières journées quelques signes d'affaiblissement en perdant face d'abord à l'avant-dernier, et là c'est le week-end dernier, le Vitória de Salvador de Bahia. Et là, c'était plus le gros choc ce week-end, au moment où on enregistre. Ils ont tout simplement perdu contre la Lanterne Rouge, l'Atlético Goianiense, qui est vraiment un tout petit club du centre des régions centrales du Brésil. Donc voilà, deux petits signes de faiblesse de la part de Corinthians. On ne va pas encore tirer la sonnette d'alarme, ils ont encore 10 potentiels points d'avance sur Grêmio, qui a un match en retard en raison du match de la sélection
de ce week-end, c'est demain, pardon, de jeudi de cette semaine face à l'Équateur, qui va donc se jouer à Porto Alegre. Et voilà, le match en a du coup été décalé pour sauvegarder la pelouse. Donc voilà, à la rigueur, le Grêmio gagne son match en retard contre le Sport et revient à 7 points. Voilà, le Corinthians a encore un peu d'avance, mais on se dit peut-être que la dynamique est brisée et peut-être qu'on va avoir un petit peu de fun dans ce championnat qui, pour le moment, roulait d'une manière plutôt unilatérale. Donc voilà pour les gros, je rappelle le classement: Corinthians largement au-dessus, Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo qui, fidèle à sa réputation, a encore fait une saison et en tout cas au milieu d'une saison assez irrégulière, c'est-à-dire qu'ils sont tout de même 5e, rien de catastrophique, mais ils ont enchaîné des défaites, des séries de défaites pas possibles. Zé Ricardo, qui avait fait une très bonne saison à la tête de l'équipe l'année dernière, a fini par se faire virer, le club a été repris, les commandes du club, les rênes du club ont été repris par Reynaldo Rueda, le Colombien qui a fait remporter la Copa Libertadores à l'Atlético, le Nacional, pardon, l'Atlético Nacional, le national colombien, et qui pour l'instant fait un très bon travail. Donc voilà, Flamengo 5e, fidèle à lui-même, qui reste quand même à portée de possibilités des 2-3 premières places, mais qui pour l'instant s'est montré bien trop irrégulier pour cela. Le Cruzeiro du Minas Gerais, de Belo Horizonte, qui va beaucoup mieux, qui est actuellement 6e, qui va beaucoup mieux par rapport à la saison dernière, où ils avaient longtemps flirté avec la zone de relégation. Puis pour terminer rapidement, pagaille, Botafogo qui garde un bon cap. On rappelle qu'ils étaient seulement promus l'année dernière et qu'ils sont qualifiés pour la Libertadores, tournoi pour lequel ils sont encore en course. Voilà, Atlético Paranaense. Le reste assez commun. Si on va peut-être parler rapidement de Vasco da Gama qui est promu, le géant Carioca qui pareil oscille un petit peu entre bons et mauvais résultats, alterne le chaud et le froid, mais qui devrait être parti pour assurer son maintien. Pareil pour l'Atlético Mineiro, qui est par contre une énorme déception de ce championnat. On rappelle qu'ils ont Robinho, Fred, Cazares qui est une pépite équatorienne, Otero, un super bon joueur vénézuélien, qui avaient tout pour jouer les premiers rôles et qui sont actuellement 11e, qui ont complètement raté leur saison. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'il y a à espérer du côté de l'Atlético Mineiro, sauf sauver les meubles et ne pas finir hors des places qualificatives pour les coupes continentales, à savoir 6e pour la Libertadores, dernier Cara, ou 12e pour la Copa Sudamericana, ce qui est assez difficile. J'aurais une petite question, si ça ne te dérange pas. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous toucher un petit mot, parce que je constate qu'il y a quand même quelques vieilles connaissances qui sont en train d'œuvrer dans le championnat. Est-ce que tu pourrais nous toucher un petit mot de qu'est-ce que ça donne pour Joe Hernanes et Diego Rivas? Alors, bien sûr. Mais alors, en fait, justement, Hernanes, j'allais en parler parce que je voulais vous parler de São Paulo. Rapidement, Joe, c'était l'une des recrues phares du Corinthians, que je vais pas mentir, j'ai moi-même moqué en début de championnat parce que Joe n'a jamais été aussi bon que quand il était servi par les pieds divins de Ronaldinho. Voilà, Joe, c'est pas non plus le plus bel attaquant du monde, c'est pas le plus grand talent du monde, mais voilà, il est arrivé au Corinthians et actuellement, si le Corinthians a volé longtemps sur le championnat, c'est notamment grâce aux 12 buts de Joe et 0 penalty, 12 buts dans le jeu. Donc voilà, Joe, il nous fait une top saison. Et c'était assez inattendu. Voilà, Joe, normalement, c'est un bon attaquant du championnat brésilien, mais on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Diego Rivas, il est arrivé l'année dernière à Flamengo, à une époque où Flamengo, en 2016, au courant du championnat 2016, quand il est arrivé, Flamengo était, je vous le donne en mille, dans une petite crise. Flamengo, c'est un peu l'OM en fait au Brésil. C'est vraiment le club qui est en crise en 2-2. Rio, c'est une ville qui vit chaque chose avec passion. Donc voilà, irrégularité, manque de sérénité, manque de stabilité. Voilà, c'est un peu ce qui caractérise la ville et ses clubs, et surtout Flamengo. Et Diego est arrivé et l'année dernière a réussi à apporter un peu justement de sa stabilité au club, et il l'avait porté sur le podium. Flamengo avait terminé 3e du championnat l'année dernière et avait longtemps
était en course pour le titre, avait longtemps talonné Palmeiras. Donc Diego fait un super travail. Depuis le début du championnat 2017, à l'image du club, globalement, il a été plus irrégulier, mais Flamengo va mieux depuis que Rueda l'a repris en main, et il se trouve que Diego va mieux depuis que Rueda a repris Flamengo en main. Donc lien de cause à effet, je ne sais pas, mais voilà, Diego est clairement le leader de ce grand Flamengo qui rejoue les premiers rôles après avoir longtemps fait grise mine pendant plusieurs saisons. Et donc, bah voilà, tu me lances, c'est parfait, tu m'as parlé d'Hernanes qui est arrivé à São Paulo il y a très peu de temps, le mythique club de São Paulo qui est arrivé, donc São Paulo qui est son club formateur, donc il est arrivé en provenance de la Juventus. São Paulo qui est son club formateur et qui va très 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 mal. Le São Paulo FC qui est actuellement 19e avec 6 petites victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites. Pour aller jusqu'au bout des chiffres, 28 buts marqués, ce qui est à peu près potable, mais 33 buts encaissés, ce qui est assez terrible. Voilà, alors pour rappeler quand même un petit peu ce que c'est São Paulo. São Paulo FC, c'est un des clubs majeurs au Brésil, c'est 3 coupes internationales, c'est-à-dire une coupe du monde des clubs et 2 coupes intercontinentales, c'est 3 Copa Libertadores, c'est une Copa Sul-Americana, c'est 6 championnats du Brésil, donc voilà, et 21 championnats estadual Paulista, qui est quand même un des plus gros championnats fédéraux. Donc voilà, le São Paulo FC, c'est un club qui pèse au niveau des noms. Le São Paulo FC, c'est Rogério Ceni, le fameux gardien tireur de coups francs, mais c'est aussi Rai, c'est Leonardo, c'est Cafu, c'est Denilson, c'est Muller pour ceux qui sont un peu plus foot des années 80, c'est Kaka, voilà. C'est une légende et c'est surtout un des rares clubs qui n'était jusque-là qui n'avait jusque-là jamais été relégué. Sauf que depuis un moment, depuis on va dire depuis la vente de Lucas, allez un peu après, voilà, on va dire depuis 2014-2015, São Paulo commence à faire grise mine. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, moi je crois souvent aux dynamiques dans le football et au-delà de faits sur le terrain, on sent depuis quelques années qu'il y a un sentiment de morosité qui s'est un peu comme une chape de plomb, qui s'est installée sur le club, comme si plus personne ne croyait réellement en la grandeur de ce club. Ou alors, comme si elle était devenue évidente, et qu'il était évident en même temps que le club allait décevoir. Et en effet, il déçoit. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que depuis 2015, et une très bonne 3e place, je crois, avec Luis Fabiano et Alexandre Pato à l'époque, le club perd petit à petit ses grands joueurs, perd petit à petit ses grands joueurs et ne fait pas les bons choix en termes de recrutement. En 2015, comme je l'ai dit, pour rappeler certains noms, en 2015 où ils font une très bonne saison, ils font un podium tout simplement. L'équipe de 2015, il y a Luis Fabiano, il y a Alexandre Pato, il y a Michel Bastos, il y a Rodrigo Caio qui à l'époque est encore assez jeune, mais voilà comment se monter. Raphaël Toloi qui depuis fait bonheur de l'Atalanta Bergame et qui a participé notamment à les qualifications de l'Atalanta Bergame en Europa League. Il y avait Ricardo Centurion. Enfin voilà, il y avait tout un groupe assez costaud qui au fur et à mesure a été vendu sans être remplacé de manière efficace. De manière efficace, que ce soit sur le terrain, sur le sportif ou de manière financière. C'est-à-dire que le São Paulo FC est un club qui vend énormément. On le rappelle par exemple cet été, le club a vendu Luis Araujo qui était une de ses petites pépites à Lille. Ils ont vendu l'un des cadres de son milieu de terrain qui est Thiago Mendes à Lille également. Ils ont vendu aussi, attendez que je me rappelle, ils ont vendu Lianco qui était un de ses pépites en défense, Lianco qui est parti au Torino, David Neres aussi qui était une jolie promesse à l'Ajax, Maicon est parti, qui était un taulier en défense, est parti au Galatasaray, Centurion est parti au Genoa. Voilà, il y a énormément de départs. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu dans le même cas que l'Inter de Porto Alegre qui avait cru pendant longtemps être une équipe de première division? On y vient. On y vient. C'était l'analogie à laquelle tu menais.
Et c'est exactement ça. On y vient, c'est-à-dire que oui, en effet, un peu comme l'Inter, puisque voilà, on va avancer, qui avait vendu l'année dernière d'Alessandro qui était parti à River. J'ai plus les noms en tête, d'un coup ça m'échappe de tous les noms que l'Inter avait vendu après une très bonne saison aussi, 2015 d'ailleurs, où ils avaient terminé en demi-finale de la Copa Libertadores. Ils avaient vendu énormément et avaient fait des très mauvais choix en termes de recrues. Eh bien, São Paulo a fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont vendu tous ces noms, tous ces cadres qui avaient un peu tenu le club en 2015, qui était déjà une saison un peu morose. Et les recrues ont été un petit peu du vieux pour faire du neuf, avec des gens comme Wellington Nem, comme Cicero, comme Jusilei, voilà, qui sont des joueurs brésiliens qui étaient de qualité moyenne bonne, on va dire, et qui étaient partis un peu se perdre à l'étranger, qui ont été rappelés et qui tout simplement n'ont pas mieux fait avec São Paulo depuis le début de saison. Et des joueurs sur lesquels on comptait, comme Lucas Prato, l'attaquant argentin qui en provenance de l'Atlético Mineiro, qui se battait comme il pouvait, mais qui malheureusement n'arrive pas à animer plus que ça le front de l'attaque, ou le jeune péruvien Cueva, qui, on le sait via les Christian Cueva, qui on le sait via les potins, est plutôt de sortie dans les boîtes que sur les terrains, malheureusement. Et d'ailleurs, après la défaite dans le Classico de ce week-end face à Palmeiras, il a pris un sac définitif là par la direction et par l'actuel entraîneur Dorival Júnior, et ça m'étonnerait qu'ils remettent les pieds sur les terrains à un moment. Donc voilà, ça va très mal à São Paulo, de très mauvais choix sportifs, de très mauvais choix financiers, parce que voilà, oui, excusez-moi, j'ai pas terminé ce que je voulais dire. Ils vendent, et ils achètent, ils vendent en fait de manière parcellée, c'est-à-dire que l'argent qu'ils vendent, ils vont pas la toucher tout de suite, et par contre, ils achètent directement. C'est-à-dire que actuellement, le club est en déficit malgré toutes les ventes qu'ils ont fait, et du coup, ils peuvent pas se permettre de faire de grosses recrues. Donc voilà, ça va mal financièrement, ça va mal sportivement, et surtout, ça va mal dans la tête, ça va mal mentalement. Comme l'Inter l'année dernière, tu le disais, l'Inter pendant longtemps a évolué sans tirer l'alarme. C'est-à-dire que l'Inter descendait petit à petit au niveau du classement, sans vraiment se rendre compte, prendre conscience de la gravité de la chose. Et à São Paulo, il arrive exactement la même chose. Il n'y a qu'une seule personne qui tire la sonnette d'alarme actuellement. Eh bien, tu nous en parlais, Farouk. Eh bien, c'est justement Hernanes qui a remis les pieds dans le championnat brésilien et à São Paulo depuis 6 matchs. Il a joué 6 matchs, il a marqué 6 buts. Il a marqué 6 buts en 6 matchs. Et malgré ça, São Paulo va toujours mal. Et il porte vraiment l'équipe à bout de bras. Et moi, il y a un truc que j'avais envie de dire sur Hernanes, c'est que c'est le seul à tirer la sonnette d'alarme. C'est le seul vraiment à ne pas donner de fausses excuses et à dire quelque chose il y a quelque chose de pourri dans le royaume de São Paulo. Et le surnom de Hernanes, c'est le prophète. Et ça, je veux pas dire, mais ça sent pas bon. Quand t'as le prophète, qui est une légende de ton club, qui est le seul à dire attention les gars, on file un très mauvais coton, ça sent pas bon. Et au niveau des stats, pour tout vous dire, on en est à la 22e journée. Et à la 22e journée, l'an passé, l'International, pour refaire la comparaison, était 17e avec 24 points. Et São Paulo, à la 22e journée cette année, est 19e avec 23 points. Alors attention, São Paulo, là il est vraiment temps de se réveiller. Voilà. Et juste une question sur un petit joueur qui m'intéresse évidemment. Diego Lugano, il continue de jouer en défense centrale de São Paulo. Pardon, j'ai rigolé sans faire exprès. Alors il joue, il rentre, il sort, ça dépend un petit peu de l'état d'esprit. Ça dépend un peu vraiment de l'état d'esprit de l'équipe, j'ai envie de dire. Diego, il est là. J'ai presque envie de dire heureusement qu'il est là. C'est pas sur le terrain parce que on va pas se mentir, hein, depuis quelques années il en aligne plus une, mais on le sait, il a un état d'esprit de dingue et je pense que sans lui ce serait bien pire. C'est pour te dire une petite anecdote, Lugano c'est un des joueurs São Paulo qui a pris le plus de cartons sans jouer sur le banc. Donc voilà, c'est logique. Exactement, donc si Hernanes au micro des journalistes tire la sonnette d'alarme, il est au niveau comportemental, on peut se laisser penser que Lugano pousse de sacrées gueulantes à l'intérieur du club.
Malheureusement, pour le moment, ça ne suffit pas. Et ce pauvre Diego, voilà, faut dire ce qui est, c'est plus sur le trait que vraiment apporter, même si sa volonté, sa hargne est toujours présente. Donc voilà pour Diego Lugano. Et bien merci messieurs pour ce dixième podcast l'autre football. On aura fait on aura revu un petit peu l'Afrique, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. On aura revu un petit peu nos amis uruguayens qu'on avait laissé un bon moment, et le Brésil. Voilà, c'était un petit peu le podcast des disparus. Ça faisait un petit moment que le Brésil non plus n'avait pas été évoqué. Donc il y a un chat qui est mort derrière quelqu'un là. Oui, il me semble que c'est un chat ou un enfant, je ne sais pas. Semble-t-il que les disparus ont enfin été retrouvés. Voilà, pour venir au podcast. Mieux vaut tard que jamais. Exactement, et on vous promet de reparler des compétitions africaines et de ces deux compétitions sud-américaines un peu plus. Eh bien merci Farouk, merci Jérôme. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. En attendant, je vous dis salut à tous, merci beaucoup.